Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire en série où j'ai la chance de recevoir à nouveau Samantha Lemeunier. Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas. Alors Samantha, je vous représente, vous êtes doctorante à l'École normale supérieure d'Ulm au sein de l'ED 540 et vous êtes membre de l'USR République des Savoirs. Vous faites partie de l'équipe CRRLPM qui s'intéresse au rapport entre littérature, philosophie et morale. Vos recherches sont notamment consacrées à William Carlos Williams et elles ont abouti à une monographie, donc l'improvisation chez William Carlos Williams, expérience limite du modernisme aux éditions L'Harmattan en 2020. Donc, dans votre thèse qui est intitulée William Carlos Williams et l'hypermodernité au-delà de la défiguration, votre thèse est dirigée par Madame Hélène Agi. Donc, Samantha, vous adaptez une approche culturelle de la lecture moderniste américaine tout en vous nourrissant de réflexions ayant trait à la philosophie et à la psychanalyse afin de circonstancier la délicate classification de l'auteur. Alors, vous étiez venu nous présenter il y a quelque temps une très très bonne émission autour de Mister Robot. Alors là, on va changer un tout petit peu de style. On va passer sur la série Détox. Vous avez intitulé Détox, une série hyper moderne. Point d'interrogation, la problématique de cette émission. Alors peut-être, Samantha, si vous voulez bien, pour commencer, comme on le fait toujours depuis plus de 230 numéros dans Histoire en série, est-ce que vous voudriez bien nous présenter la série et nous en faire le pitch ? Avec grand plaisir, Nicolas. Merci pour cette présentation. Donc, Détox, c'est une série contemporaine française qui a été créée par Marie Jardillier et elle est diffusée sur Netflix depuis septembre 2022. Et dans cette série, la technologie occupe une place centrale et son utilisation est même l'élément perturbateur qui déclenche toute la diégèse de Détox. Les deux protagonistes sont Léa et Manon, des cousines qui habitent ensemble et qui, dans le pilote de la série, passent une très mauvaise journée du fait de leur relation toxique à leur téléphone portable. Léa, qui n'arrive pas à se détacher de Guillaume, son ex-petit ami, espionne ses comptes sur les réseaux sociaux, pirate sa boîte mail et le harcèle de manière virtuelle, mais également en réel, puisqu'elle fait irruption à son bureau. Épuisée par le harcèlement perpétré par Léa pendant le pilote de la série, Guillaume porte plainte contre cette dernière et la bloque sur tous ses réseaux. Et le même jour, Manon, donc la colocataire et cousine de Léa, donne un concert et son rêve est de percer dans le rap, mais son spectacle tourne mal et des vidéos affligeantes de la jeune femme sont publiées sur Internet. Elle fait donc ce qu'on appelle un bad buzz ou en français un bouche à oreille négatif qui prend de l'ampleur sur les réseaux. Et ces événements, donc d'un côté la rupture et le harcèlement et la plainte que Guillaume porte contre Léa et la vidéo qui est publiée contre Manon, ça rend les deux cousines très malheureuses pendant le pilote de la série et elles réalisent que leur déprime est causée par leur addiction aux écrans et elles prennent la décision de s'en séparer pendant 1 mois. Détox qui a donc des conséquences sur leur vie à elles, mais également sur celle de leur entourage. Et pendant ce mois déconnecté, tout est ainsi comme si les deux jeunes femmes s'extrayaient à notre société digitale et hyper moderne. Alors, première question, Samantha, pour rentrer directement, on va dire, dans le vif du sujet, et en rapport d'ailleurs avec vos recherches, j'aimerais peut-être avant de définir ce que c'est l'hypermodernité, qui est le cœur de votre recherche, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement la définition de la modernité et de la postmodernité d'ailleurs, qui, bon, je ne suis pas spécialiste, mais je suppose, les deux semblent peut-être constituer le fondement de ce que c'est l'hypermodernité. Bien sûr, oui, Nicolas, merci pour cette question. En effet, l'hypermodernité, elle se fonde avant tout sur les définitions de la modernité et de la postmodernité. Donc, la modernité, elle est synonyme de progrès, elle découle des conséquences de la révolution industrielle et elle s'exacerbe à partir du XXe siècle.
Et en ce qui concerne la postmodernité, pour reprendre les termes de Jean-François Lyotard, elle signifie la fin des grands récits. Donc, pour résumer, dans la postmodernité, l'individu n'est plus d'accord avec les idées dominantes. Prenons par exemple celle de progrès. L'individu n'idéalise plus l'idée de progrès comme c'était le cas dans la modernité, puisqu'il se rend compte, dans la postmodernité, des catastrophes, par exemple environnementales, causées par le progrès industriel. L'hypermodernité, quant à elle, dépasserait cette dichotomie opposant modernité, donc cet accord avec une histoire précise, notamment l'idée de progrès, et postmodernité, donc cette multiplicité de vues sur le progrès. Et donc l'hypermodernité serait une dynamique permettant de faire sens de ce passage et de cette frontière parfois floue entre modernité et postmodernité. Merci beaucoup pour cette première définition qui, je pense, en tout cas, expliquera un certain nombre de choses pour celles et ceux qui, comme moi d'ailleurs, ne sont pas du tout spécialistes de ces questions très pointues de littérature. Alors peut-être maintenant, est-ce que vous pourriez déjà citer un exemple concret qui permettrait aux auditeurs de mieux saisir ce concept? Oui, alors le concept d'hypermodernité, il est pas né du tout dans la littérature, et c'est d'ailleurs tout l'objectif de ma thèse, de montrer qu'il est également applicable à la littérature. La notion d'hypermodernité, elle est encore galvaudée aujourd'hui, mais originellement, elle est apparue dans le domaine de la psychosociologie pour décrire le mode de fonctionnement de l'entreprise IBM, notamment dans L'emprise de l'organisation, qui est un ouvrage de Max Pagès. Le terme hypermoderne est utilisé pour qualifier les stratégies managériales telles que l'idéologie d'entreprise et l'avancement au mérite qui découlent de constats de la modernité, mais également de la postmodernité. On reste donc attaché à l'idée de progrès, notamment de progrès d'entreprise dans ce cas-là, mais on valorise les apports individuels non dictés par un grand récit qui conduisent vers le progrès. Donc, après 1979, certains sociologues se sont emparés de ce concept d'hypermodernité qui était donc uniquement appliqué à IBM avant cette date. Et c'est le cas de Gilles Lipovetsky qui, dans Les Temps hypermodernes, publié en 2004, passe en revue la société du XXIe siècle pour montrer en quoi elle dépasse les prérogatives de la modernité. Et son ouvrage reste aujourd'hui très critiqué, non seulement du fait de sa dimension vulgarisatrice, mais également de ce que les critiques identifient comme des contradictions de raisonnement dans le travail du sociologue. Néanmoins, certains points soulevés par Gilles Lipovetsky permettent d'avancer vers une meilleure identification des contours de l'hypermodernité. Et pour le sociologue, la société hypermoderne est fragilisée par les crises du XXe siècle et marquée par trois notions: l'urgence, l'excès et la perte identitaire. Donc ça découle des analyses qui avaient été faites à IBM et elles ont été étendues finalement à la société. Et ce sont ces trois caractéristiques, urgence, excès, perte identitaire, qui m'intéressent aujourd'hui et que je vous propose donc d'étudier dans la série Détox afin de mieux circonstancier le concept d'hypermodernité. Alors justement, Samantha, par rapport à la notion d'urgence que vous venez de mentionner, il semble que le format de Détox illustre particulièrement bien ce point, c'est-à-dire les épisodes sont courts, les actions s'enchaînent très rapidement. Alors peut-être qu'avant de parler du contenu de la série, vous pourriez nous éclairer sur cette forme particulière de série. Oui, bien sûr. Alors, en effet, la forme de détox, nommément la mini-série, donc, s'inscrit comme forme de l'urgence par excellence, puisque dans l'ouvrage L'individu hypermoderne, Nicole Aubert, qui est psychanalyste qui s'intéresse à l'hypermodernité, explique que l'environnement économique hypermoderne dicte ses contraintes dans un contexte où l'extrême pression du temps enserre dans un climat d'urgence permanente. La mini-série, en tant que condensation d'une série, est le résultat par excellence des effets de ce climat d'urgence permanente. Détox s'organise en seulement 6 épisodes de 30 minutes chacun, et en tout, donc, le visionnage entier de la série dure un peu moins de 3 heures, et il aurait tout à fait été possible de réaliser un film à la place d'une série. Le choix du format de mini-série n'est pas anodin, donc, puisqu'il est légitime de s'interroger à son sujet, tant il gagne en popularité depuis quelques années, notamment depuis le succès de True Detective ou de Top of the Lake. Et la différence principale entre un film et une mini-série, c'est que cette dernière, elle est fractionnée. Une mini-série, elle est en quelque sorte un film fragmenté. Et si dans notre société à 100 à l'heure, nous n'avons pas toujours le temps de regarder un film de plus de 2 heures, il nous est plus aisément possible de visionner un épisode de 30 minutes.
La mini-série s'adapte donc à l'évolution des modes de consommation et en outre, la société hypermoderne répond au culte de l'hyperconsommation. L'individu veut consommer rapidement et veut passer à quelque chose de nouveau ensuite. Et le format de la mini-série donne l'illusion de la nouveauté, chaque nouvel épisode étant inédit. Dès lors, le format de détox représente par excellence les modes de consommation hypermodernes et s'y adapte. Son mode de diffusion y contribue également puisque Netflix est une plateforme de vidéo à la demande qui permet de regarder avec une grande flexibilité. Et il n'est plus question de se rassembler en famille devant la télévision pour tous regarder le même programme à une heure précise, comme c'était le cas pendant la modernité. Et les plateformes de vidéo à la demande permettent un visionnage individuel, si ce n'est individualiste, qui ne répond plus aux horaires dictés par le diffuseur, mais à des choix personnels. Donc, dans les temps hypermodernes, Gilles Lipovetsky met cette caractéristique-là de l'hypermodernité en avant. Le concept d'hypermodernité repose sur ce qu'il appelle une logique du choix, au sein de laquelle l'individu s'autodéfinit par les décisions qu'il prend. Donc, pour résumer, Détox, de par sa forme, est non seulement le produit de la société hypermoderne qui prône un culte de l'urgence et de l'individualisme, mais elle en est également son miroir. Samantha Lemonnier, j'imagine que quand vous dites que Détox est le miroir du culte de l'urgence, ce que vous venez de faire à l'instant, vous ne faites peut-être pas référence justement uniquement à ce format très court de mini-série de 6 fois 30 minutes, mais peut-être aussi et surtout, je pense d'ailleurs, à vous suivre au contenu de la série. Peut-être qu'un thème spécifique abordé dans Détox représente-t-il bien particulièrement ce sentiment d'urgence hyper moderne? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs thèmes qui représentent l'urgence hypermoderne et l'hypermodernité en général. Et c'est vrai que cette série est intéressante puisque aussi bien la forme que le fond font écho à cette théorie de l'hypermodernité. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour dans la série, puisque l'amour est urgent et toujours pressé dans Détox. Il s'apparente donc à une pulsion plus qu'à un sentiment. Et Nicole Aubert a travaillé un petit peu sur les sentiments et sur l'amour, et elle dit que l'hypermodernité est le règne des sensations plutôt que des sentiments, et c'est plutôt vrai dans Détox, puisque la première relation amoureuse qui nous est donnée à voir, c'est celle de Léa et Guillaume, comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, ils ne sont plus ensemble dès le pilote de la série. La relation a donc été éphémère et aux yeux de Léa, fugace. Et dans une certaine mesure, cet amour reflète premièrement les modes de consommation de la société hypermoderne. On veut, on utilise, on jette et on veut du neuf. Nicole Aubert reprend à ce titre l'idée d'une corrosion du caractère qui est une impossibilité de poursuivre des objectifs et surtout des valeurs de long terme, fidélité, engagement, loyauté, dans une société qui ne s'intéresse qu'à l'immédiat et dans laquelle les exigences de flexibilité généralisée empêchent d'entretenir des relations sociales durables et d'éprouver un sentiment de continuité de soi. Donc, en outre, le stress avec lequel Léa, dans Détox, stalk son ex-compagnon et la rapidité avec laquelle elle se rend sur son lieu de travail pour le harceler et lui demander des comptes établit un premier lien entre la notion d'amour et le concept d'urgence. Les autres relations amoureuses qui sont dépeintes dans la série, et il y en a beaucoup, confirment cette hypothèse. Guillaume, qui nous avait été présenté donc comme l'ex de Léa au pilote de la série, au tout début de la série, donc quelques minutes plus tard, toujours dans le pilote de la série, a une nouvelle partenaire, donnant l'impression à Léa qu'il s'est empressé de se remettre en couple, donc encore une fois une référence à l'urgence et à l'amour. Et en outre, à ce stade, donc dans le pilote, la nouvelle compagne de Guillaume est simplement désignée comme un +1. Elle n'apparaît même pas à l'écran, donc rien ne permet de la visualiser, de la matérialiser. C'est une relation qui apparaît donc comme immatérielle ou dématérialisée. Et je voudrais développer sur cette question de la dématérialisation de l'amour avec l'exemple de Mireille dans la série, puisqu'il y a aussi cette idée d'un amour dématérialisé, urgent, immédiat. Et donc Mireille et Philippe, ce sont les parents de Léa. Et à un moment, Mireille trompe son mari et les circonstances de cet adultère dénotent l'urgence tant il s'agit d'un coup de foudre. Les deux amants ne parviennent pas à réprimer leur pulsion et décident de passer la soirée ensemble sur un coup de tête. Et à ce culte de l'urgence vient s'ajouter un culte de l'immédiateté, donc, puisqu'ils le font tout de suite. Et à nouveau, comme dans le cas de Léa et Guillaume, cette relation
de Mireille, la relation extra-conjugale de Mireille, est un plaisir fugace à nouveau qui ne dure pas. Ce sont des relations éphémères, donc, et elles apparaissent comme un moyen de se déconnecter du réel. En tout cas, celle de Mireille, c'est assez frappant. C'est un moyen de se déconnecter du réel, l'espace d'un instant, de vivre quelque chose d'idéalisé et donc de virtuel. Donc, la dématérialisation, elle apparaît, de l'amour en tout cas, apparaît sous différents angles. On a la dématérialisation avec la nouvelle compagne de Guillaume qui s'appelle un +1, qui n'est pas matérialisée visuellement dans la série. Et puis, il y a cette dématérialisation et virtualisation de l'amour, cet échappatoire au réel qui est le cas de Mireille. Donc, tout comme les personnages sont accros à leurs écrans au début de la série, ils sont également accros à cet amour virtuel et virtualisant qui n'a aucune prise, aucun ancrage dans le réel. L'amour dépasse le réel, rappelant l'étymologie du préfixe hyper, qui dénote d'ailleurs l'excès dans le mot hypermodernité. Et de là, il est possible de considérer ce sentiment fugace comme un hyperamour. C'est un concept que je propose pour le désigner, tant il dépasse l'amour classique, traditionnel, entre guillemets, par son intensité, tout en répondant aux caractéristiques de l'hypermodernité. Il est excessif, urgent, et suppose une perte d'identité puisqu'il nécessite un décrochage du réel, un pas vers la virtualité et donc la dématérialisation de l'identité, notion d'ailleurs sur laquelle nous pourrons revenir plus tard. Et à l'inverse, les relations amoureuses que Léa et Manon développent après avoir abandonné les écrans prennent plus leur temps, elles sont moins réalisées dans l'urgence, elles s'étendent sur plusieurs épisodes et se construisent progressivement. Donc on voit bien le contraste entre les premières relations virtualisantes et les relations plus concrètes dans les épisodes suivants. Et bien sûr, je ne dis pas que cet amour est plus pur ou plus souhaitable. Et d'ailleurs, la série ne le dit pas non plus, car la réalisatrice n'a pas souhaité être moralisatrice dans Détox. La série dépeint un quotidien, mais ne le commente pas. Elle nous montre simplement que les habitudes hypermodernes, donc nos addictions aux écrans, notre façon de réagir au monde, aux relations ou à l'amour, comme on vient de le voir, nous place dans un état de stress permanent, de peur d'être en retard ou qu'il soit trop tard, par exemple. Alors justement, Samantha, puisque vous l'évoquez, est-ce qu'il arrive à ces personnages de Détox d'être en retard? Oui, bien sûr, dans Détox, les termes du retard et du trop tard renforcent la nécessité de mener une vie selon un principe d'urgence. Au début de la série, Léa, qui est réceptionniste dans un hôtel, arrive en retard au travail et elle est immédiatement recadrée par son patron et il menace de la licencier si elle persiste à arriver en retard. On voit donc que le culte de l'urgence cherche à pallier une certaine logique punitive. Elle ne veut pas être punie, donc elle est dans l'urgence permanente. Et donc l'urgence et le sentiment de stress permanent dont il en découle se fondent sur un principe d'anticipation. J'anticipe que mon éventuel retard va me coûter mon emploi, donc je me dépêche et je vis dans l'urgence pour éviter cela. De fait, on voit que l'avenir, ou plutôt que cet avenir anticipé, a des conséquences sur le présent. En d'autres termes, les différentes temporalités se superposent et s'entrecroisent. Et donc, dans Détox, on est bien dans ce que Gilles Lipovetsky appelle un présent paradoxal, c'est-à-dire un présent contaminé par d'autres temporalités. C'est ce qui s'intitule le principe chronoréflexif hypermoderne. Et cette idée est d'ailleurs d'autant plus renforcée par la déclaration de Marie Jardillier qui, lors d'une interview, a expliqué, je cite, l'idée était aussi de retourner dans les années 1990 au même niveau que les musiques ou que les répliques cultes de films et de se rappeler qu'avant, on avait plein d'objets pour vivre et que maintenant, on n'en a plus qu'un pour tout faire. Le but était de revoir les cassettes ou le Walkman sans en être nostalgique. La série est donc également contaminée par le passé et ses diverses temporalités, donc l'anticipation de l'avenir, le présent et le passé, se rencontrent bien dans Détox. Et nous parlions des retards de Léa, mais le thème du trop tard est également évoqué dans la série. Je pense par exemple à Guillaume qui, à un moment, fait volte-face et tente de récupérer Léa alors qu'il est trop tard et qu'elle est passée à autre chose. Lorsqu'elle était dans l'attente, lui considérait qu'elle faisait partie de son passé, puis la situation s'est inversée et donc il était trop tard pour Guillaume. Ce trop tard témoigne d'une désynchronisation entre les êtres, autre constituant de l'hypermodernité selon Gilles Lipovetsky, et tout montre ainsi que les temporalités excèdent leurs limites chronologiques. Alors Samantha, en parlant d'excès, justement, vous avez dit que cette notion était l'une des caractéristiques de l'hypermodernité. Est-elle très présente dans la série?
Bien sûr, oui, le thème de l'excès est premièrement illustré par les pathologies d'addiction en jeu dans la série. Selon Nicole Aubert, les pathologies d'addiction, donc la consommation en excès, sont caractéristiques de l'hypermodernité et la série Détox est justement centrée sur l'addiction aux écrans et leur utilisation en excès. Ces pathologies d'addiction, selon la psychanalyste, sont destinées à soutenir un rythme de vie et de travail toujours plus accru. Dans Détox, on peut dès lors supposer que l'addiction aux écrans permet par exemple à Philippe, le retraité, qui est le mari de Mireille, de se donner l'illusion de maintenir le rythme de vie qu'il avait lorsqu'il était en activité. Il en va de même en ce qui concerne l'addiction au travail de Julien. Le travail est un refuge, une échappatoire au vide laissé par l'achèvement de sa thèse et un moyen de fuir ses responsabilités de père. Quant à la dépendance affective de Léa, elle constitue une autre forme d'addiction visant encore une fois à combler un vide. D'autres pathologies d'addiction plus conventionnelles sont également dépeintes dans la série, notamment l'abus d'alcool. Par exemple, lorsque Guillaume cherche à regagner le cœur de Léa, il se présente chez elle entièrement alcoolisé et ce toxique lui permet d'échapper au réel. Et plus paradoxalement, par contre, puisqu'on parle d'excès d'alcool, à l'épisode 1, c'est en noyant leur chagrin dans l'alcool que Léa et Manon, les deux cousines, réalisent que la relation qu'elles entretiennent avec leur téléphone est toxique. Ainsi, bien que l'alcool leur permette d'échapper au réel et d'oublier leur peine, cette substance est aussi l'élément qui les fait prendre conscience du réel et de la toxicité de leur relation aux écrans. Donc la représentation du toxique, elle est très particulière dans Détox, puisque on peut se demander si sans cet excès d'alcool, les deux jeunes femmes auraient eu cette épiphanie. Parce qu'un excès d'alcool, dans la conscience populaire, ça n'a normalement rien de bénéfique. Et pourtant, dans la série, c'est peut-être cet événement qui sauve les deux cousines. Ainsi, Détox nous invite à dépasser nos conceptions manichéennes de ce qui est bien ou mal, et c'est exactement l'un des phénomènes centraux à l'hypermodernité. Gilles Lipovetsky utilise notamment l'oxymore désordre organisateur pour montrer comme l'hypermodernité neutralise les oppositions. On ne peut plus catégoriser quelque chose comme étant bien ou mal. L'un des exemples qu'il donne pour illustrer son idée est celle de la non-antinomie entre logique punitive et logique de séduction. Si on punit les mauvais comportements à l'ère hypermoderne, on cherche également à les prévenir, non pas en menaçant, ce qui constituerait une méthode punitive, mais en séduisant, c'est-à-dire en disant l'alcool est mauvais pour la santé, donc si vous voulez être en bonne santé, ne buvez pas. Et donc, toute la rhétorique est centrée sur le bien individuel plutôt que sur le bien collectif et sur le choix donc individuel. Donc logique punitive et logique de séduction, bien qu'elles apparaissent a priori comme contraires, coexistent bien à l'ère hypermoderne et c'est un exemple de non-antinomie hypermoderne. Alors, est-ce que vous pourriez aller plus loin autour de ces deux concepts que vous venez d'employer, logique punitive et logique de séduction, parce que c'est très intéressant là-dessus, et en vous servant bien sûr d'exemples qui sont pris dans la série? Bien sûr. Donc, en effet, alors j'ai rapidement parlé de l'alcool en disant qu'il était à la fois représenté comme quelque chose de mal et à la fois comme quelque chose de bien et que cette opposition était neutralisée. Et en réalité, toute la série représente bien ce passage de la logique punitive à la logique de séduction, notamment à un niveau intergénérationnel. Donc, l'avènement de l'ère post-foucaldienne, donc c'est-à-dire après la logique punitive, est représenté dans Détox. Et donc, dans les temps hypermodernes, Gilles Lipovetsky explique que la logique disciplinaire foucaldienne est progressivement remplacée par une logique de séduction dans notre société contemporaine. Et pour contextualiser, lorsque Gilles Lipovetsky parle de logique punitive, il fait notamment référence à l'ouvrage Surveiller et punir que Michel Foucault a publié en 1975. Donc, dans ce travail, il explique que le système carcéral est notamment le reflet d'une certaine rationalité politique et disciplinaire. L'architecture des prisons, elle est décrite dans Surveiller et punir comme panoptique à la suite de la théorie de Jeremy Bentham, et ce panoptique permet de ne pas avoir à recourir à des surveillants dans la prison, puisqu'un pôle central permet de voir tous les détenus, mais les détenus ne savent pas qu'ils sont observés à l'instant T. Donc, les détenus savent qu'ils peuvent éventuellement être observés et cette menace qui n'est jamais vérifiée suffit à les rendre obéissants selon cette théorie. Et donc, ce possible regard tout-puissant a un effet sur la psychologie des détenus, finalement. Il ne s'agit plus, comme c'était le cas avant, de fouetter des criminels, mais de contraindre leur esprit. La peine
n'est donc plus tant physique que psychologique. Et dans ce système, on utilise des sentiments comme la peur et la culpabilité pour corriger le comportement des détenus. Les détenus se disent donc, si je fais quelque chose de mal, je vais devoir en payer les conséquences. J'en ai peur, donc je ne le fais pas. L'ère post-foucaldienne, si on reprend les idées de Gilles Lipovetsky, consiste en une évolution de cette logique de pensée. Il prend par exemple la lutte contre le tabagisme. On ne surveille pas la société et la consommation de tabac de la société. On ne leur interdit pas de fumer, ce qui leur donne une certaine autonomie et une certaine liberté de choix. En revanche, on fait de la prévention contre le tabagisme afin que les gens se disent « si je ne fume pas ou si j'arrête de fumer, je vais en tirer des bénéfices ». Donc, on ne pense plus tellement en termes de conséquences négatives, mais en termes de bénéfices dans cette ère post-foucaldienne et hyper moderne. Cette explication maintenant établie, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe dans Détox, par exemple avec le cas d'Yacine et de ses parents. Donc les parents de Yacine, ils sont plutôt représentatifs de l'ère foucaldienne, de la logique punitive. Ils sont très autoritaires, ils lui confisquent son téléphone parce qu'il a obtenu des mauvaises notes. Et lui, Yacine est plutôt représentatif de la logique de séduction puisqu'il établit une stratégie pour transformer cette conséquence négative en bénéfice. Il gagne en popularité, par exemple, en lançant un mouvement étudiant de détox des écrans pendant les vacances d'été et il parvient donc à transformer cette punition en bénédiction puisqu'il arrive à persuader les autres d'abandonner leur téléphone d'eux-mêmes et donc à les séduire plutôt qu'à les punir ou qu'à les obliger à abandonner leurs écrans. Alors justement, Samantha, cet exemple que vous abordez autour des parents de Yacine, j'aimerais qu'on y insiste un petit peu parce que est-ce que justement, on ne pourrait pas dire que ce sont eux-mêmes des personnages au caractère excessif et peut-être plus largement d'ailleurs, est-ce que ce thème de l'excès n'est-il pas présent dans la série dès la caractérisation des personnages? Ah, si bien évidemment, les personnages sont presque grotesques et caricaturaux dans la série. Ils ont des personnalités excessives qui sous-tendent l'idée d'une dissimulation du moi, qui est l'une des caractéristiques donc, de l'hypermodernité. Donc pour en revenir au mot grotesque, dans l'une de ses acceptions, cela signifie, et donc étymologiquement d'ailleurs, cela signifie grossir, notamment grossir les traits de caractère. Et du fait de ces traits de caractère grossis, le grotesque provoque généralement le rire. Et Détox étant une comédie, il n'est pas étonnant de constater que les personnages, notamment dans leur personnalité, sont excessifs. Je pense par exemple à Léa, qui est présentée comme une jeune femme extrêmement naïve et finalement peu éduquée. Cette représentation, elle n'est absolument pas réaliste. On se demande notamment comment une jeune femme si naïve parvient à vivre de manière indépendante. Pareil pour les parents de Yacine, ils sont l'archétype des parents stricts qui ne laissent aucune liberté à leur fils. Et toutes les caractérisations sont dès lors fondées sur des stéréotypes poussés à l'extrême, poussés à l'excès. Et bien logiquement, plus on avance dans la série, plus on découvre la complexité des personnages, leur subtilité et leur vraie personnalité. Et par conséquent, on se rend compte que le stéréotype sur lequel on s'était fondé à l'épisode 1 est de moins en moins vrai pour chaque personnage. Et donc, tout est ainsi comme si le stéréotype et le grotesque fonctionnaient comme des masques identitaires qui dissimulent la vraie nature des personnages. Dans l'épisode 1, tout est donc un peu comme si le monde était un théâtre au sein duquel les personnages étaient confinés à un rôle précis duquel ils ne parviennent pas à s'échapper. Peut-être que c'est une référence au rôle qu'on se donne sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux éventuellement. Et c'est d'ailleurs explicitement illustré par le concert de Manon. Elle est forcée de porter un accoutrement qui travestit sa personnalité réelle, puisque son agent l'incite à porter des sous-vêtements push-up aussi bien en haut qu'en bas pour avoir l'air plus sulfureuse et donc se donner une image. Samantha, par rapport à justement ces thématiques-là, en présentant l'hypermodernité, vous avez dit que cette dernière sous-tendait une crise identitaire. Alors, est-ce que ce travestissement, justement, ça n'est pas un symptôme de cette crise-là?
Si, bien sûr, évidemment, le travestissement de soi est synonyme de crise identitaire dans la série. Donc, je parlais de l'accoutrement de Manon durant son concert, ça le montre bien. Elle n'est pas à l'aise du tout, elle tire sa mini-jupe tant bien que mal pour éviter de dévoiler des parties trop intimes de son corps et elle tente de se dissimuler du mieux qu'elle peut. Et une telle attitude est synonyme de crise identitaire et ce travestissement d'abord physique est en fait la marque visible d'un travestissement psychologique. Manon chante de la pop alors que ce qu'elle aime vraiment, c'est le rap, par exemple. Néanmoins, les contraintes sociales et les croyances limitantes qui l'habitent lui empêchent de se lancer dans le style de musique qui la fait vraiment vibrer. Et en outre, selon les théoriciens de l'hypermodernité, l'individu hypermoderne est ambivalent ou bipolaire, c'est-à-dire qu'il est contradictoire. Et Manon le représente bien, puisque d'un côté, on désire quelque chose, faire du rap pour Manon, et de l'autre, nos actions sont opposées à ce qu'on désire, elles sont en contradiction avec ce désir. Et donc Manon fait tout l'inverse de ce qu'elle souhaite faire. Elle fait de la pop, elle fait de la musique qu'elle déteste, alors que ce qu'elle souhaite faire, c'est du rap. Vous disiez justement que Manon tentait de se cacher lorsqu'elle était sur scène à l'épisode 1. Mais au-delà du travestissement de soi, la crise identitaire, est-ce que elle n'est pas aussi représentée par une sorte de dissimulation de soi, en sens inverse? Si, bien sûr, il y a cette idée de dissimulation de soi, donc on voit bien Manon qui essaye de se cacher pendant son concert, et la dissimulation de soi, elle témoigne d'un abandon identitaire dans la série. Les vêtements sont par exemple décrits comme une sorte d'outil de dissimulation pour se cacher, et c'est très bien représenté par une scène juste après que les deux jeunes femmes, donc Manon et Léa, aient abandonné leur téléphone. Elles se sentent nues dans les rues de la capitale et toujours dans cette optique un peu grotesque du style de la série, un plan de caméra les montre même littéralement nus à ce moment-là. Donc, quand elles décident de ne plus utiliser leur téléphone pendant un mois, et donc implicitement de se distancer des modes de fonctionnement hypermodernes, tout est un peu comme si elles enlevaient un masque ou un costume. Et d'ailleurs, au fil des épisodes, on découvre de plus en plus leur vraie identité. La tenue de Manon lors de son concert la présente au monde comme une sorte de femme fatale, stéréotypique de l'idéalisation féminine issue de la société patriarcale, mais épisode après épisode, le spectateur découvre que cette tenue sophistiquée était en fait un filtre dissimulant la sexualité de Manon, puisque elle est attirée par les femmes, donc elle ne répond absolument pas au stéréotype de la femme fatale de cette société patriarcale. Et à ce titre, en réalité, c'est un choix. C'est un choix qu'a fait Marie Jardillier. Elle voulait que le public puisse, je cite, découvrir simplement la sexualité de chacun à travers les épisodes sans être obligé de faire des présentations ou de tomber dans des clichés. Donc, elle joue un peu avec le spectateur en nous faisant croire quelque chose de faux pour nous montrer à nous-mêmes nos croyances limitantes et notre tendance à tomber dans les stéréotypes. Et donc, la série est une invitation à aller à contre-courant des coutumes hypermodernes. Elle veut montrer aux spectateurs qu'un jugement hâtif et fait dans l'urgence n'est pas toujours juste, suggérant que l'image relayée par les réseaux n'est pas toujours la bonne à prendre. Donc, si je vous suis, vous voulez dire en fait que l'identité des deux principales protagonistes a été en quelque sorte absorbée par les outils numériques, notamment leur téléphone. Oui, bien sûr, on peut dire ça puisque l'utilisation des outils numériques sous-tend une dématérialisation de soi dans Détox. L'idée de dématérialisation, elle est centrale à l'hypermodernité. Avec l'avènement de la digitalisation de masse, on n'a plus besoin d'éléments matériels. Tout est numérisé et accessible de manière virtuelle, et ce, jusqu'à l'identité. Si on regarde les réseaux sociaux, c'est le cas. Notre identité, qui nous sommes, elle est déterminée par notre profil sur les réseaux sociaux et notre présence en ligne. Et c'est exactement ce que les deux protagonistes de Détox cherchent à combattre. Elles se rendent compte que l'identité que leur confèrent les réseaux n'est pas alignée avec leur vraie identité. D'un côté, Manon est considérée comme une menteuse sur les réseaux, et d'un autre côté, Léa est perçue comme une agresseuse ou une harceleuse du fait de son utilisation des outils numériques. Bref, rien de très flatteur, et malheureusement, l'identité virtuelle qui leur est attribuée prend complètement le pas sur leur identité réelle à l'épisode 1.
Cela signifie que la série invite les spectateurs à se détacher de leurs outils numériques pour en avoir plus peut-être une vraie prise sur le réel, ou est-ce qu'ils devraient imiter Léa et Manon en abandonnant leur téléphone portable, par exemple, hein. On voit bien aussi cette idée, hein, avec ce nouveau mot qui est mis en avant, cette nomophobie, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a cet écho à la nomophobie qui est fait dans la série. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire réellement qu'il y a cette dimension moralisatrice. C'est juste un tableau de la société contemporaine. Donc la nomophobie est décrite telle qu'elle. La série Détox, c'est en fait un concentré de ces caractéristiques hyper modernes. Léa et Manon, donc les deux protagonistes, elles parviennent à s'extraire à cette hyper modernité, et c'est en faisant cela qu'elles en relèvent les symptômes, qu'il s'agisse des pathologies d'addiction dénotant l'excès, qu'il s'agisse de cette idée de dématérialisation révélant une crise identitaire plus profonde, ou encore de l'amour urgent que j'ai appelé hyper-amour. Détox, elle est comme le miroir de la société hypermoderne contemporaine. Et c'était vraiment cette idée de miroir qui tenait au cœur de la réalisatrice, qui a déclaré, je cite, « Je voulais faire de Détox une série qui accompagne le quotidien ». Donc, un élément très intéressant de cette série, c'est son aspect intergénérationnel qui nous permet de voir comment chaque tranche d'âge vit et répond ou réagit à l'hypermodernité. Donc la mini-série, elle apparaît finalement comme une mosaïque de tranches de vie, et bien qu'elle soit révélatrice des évolutions sociales contemporaines, Détox n'est aucunement une série moralisatrice, et c'est ça qui est important. C'est conforme finalement au principe de post-moralité hypermoderne, selon lequel c'est à l'individu autonome de faire ses choix et de tirer ses propres conclusions des expériences vécues ou observées. Donc, in fine, au-delà de nous faire réfléchir sur l'hypermodernité, Détox nous précipite également en son cœur, et ne contenant aucune morale, c'est à nous de nous faire notre propre avis sur la question et de choisir selon la logique du choix hypermoderne. Merci beaucoup, Samantha Lemonnier, pour cette présentation très vivante de cette série Détox, justement. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, qui voudraient revoir un certain nombre de concepts que vous avez employés tout au long de l'émission, on rappelle que, comme tous les intervenants et intervenantes, sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com, vous trouvez des bibliographies indicatives qui vous permettront d'aller questionner, justement, tout ce que vous avez pu aborder pendant cette émission et montrer, justement, notamment autour de votre thématique de travail, cette hyper-modernité. Merci beaucoup vraiment, Samantha, pour cette présentation, et puis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle série. Merci beaucoup, Nicolas, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange